Le magazine. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les mots d'Azur ou la poésie en direct, émission réalisée et présentée par Magda Idiarto. Bonjour, chers auditeurs. Heureuse de vous retrouver après un long silence. Une petite annonce. Le 25 janvier à 19h, l'association Les Mots d'Azur, présidée par Pierre-Jean Blazy, recevra le poète varois David Belmondo, qui a été très actif en tant que directeur à la médiathèque du Canet des Morts. Il a défendu la littérature et la poésie en particulier. La prestation musicale sera assurée par la harpe africaine de David Rendel. Nous recevons aujourd'hui Georges de Rivaz qui a choisi comme musique d'introduction Les Ombres Heureuses de Gluck, dont nous écoutons un extrait. Bonjour Georges de Rivaz, merci Bonjour. d'être avec nous. Je vous pose la question habituelle. Pourquoi ce choix ? Écoutez, c'est mon goût pour le mystère, mon intérêt aussi pour l'opéra et mon attrait pour l'invisible. Et là, dans cette scène 2 de l'acte 2 de l'opéra de Gluck, il y a un moment de sérénité, les ombres heureuses du paradis. Donc, oui, c'est tout à fait juste, c'est très serein comme morceau, c'est très beau. Merci. Georges de Rivaz, pour vous présenter, je reprends le texte du recueil Orphée au rivage d'Evros, un texte très succinct. Georges de Rivaz est né en Oranie, au sein d'une famille originaire d'Andalousie. Ses deux langues maternelles sont le français et l'espagnol. Il parle également l'arabe dialectal de son pays natal. Influencé par les grands textes spirituels de diverses ères de civilisation, l'œuvre poétique s'en ressent par sa thématique au réalisme mystique et par le style d'un lyrisme épique. C'est une introduction, une présentation très courte. Alors, vous ne dites pas que vous avez été un conférencier qui a voyagé dans toute l'Europe. oui, c'était dans une vie précédente, disons. Effectivement, j'ai été président d'ONG engagé dans la question des minorités en Europe centrale et orientale. Et à ce titre, en lien avec le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, l'UNESCO, j'ai organisé plusieurs conférences internationales dans l'optique d'apporter une contribution à la paix civique à un moment difficile de l'histoire européenne. Vous ne dites pas non plus que vous avez reçu un prix prestigieux pour un recueil de poésie au Mexique. Ah ben écoutez, là c'est le bienheureux hasard. Le temps de la poésie est assez mystérieux. J'étais inopinément invité au Mexique en 2017 parce qu'il y avait un poète qui était malade.
Et donc je suis arrivé, je suis hispanisant, donc j'ai donné une conférence qui m'a été demandée sur Orphée au rivage de l'Èbre précisément, en espagnol. Et au bout de 2 jours, on m'a dit qu'il y aurait une grande surprise et j'ai été devant la télé, les radios à l'université de Puerto Vallarta, au bord du Pacifique, pas loin de Guadalajara. Et là, j'ai reçu, semble-t-il, la plus haute distinction du festival international Letras en la Mar. Ça s'appelle l'escargot d'argent, le caracol de plata. Et donc voilà, ça m'est tombé dessus. Je vous dis aussi pour l'anecdote, j'ai dormi à cette occasion dans la maison de Liz Taylor, mais je ne m'étends pas. Vous ne dites pas non plus que vous êtes l'organisateur d'un festival de poésie à Solliès-Pont, dans le Var, au départ seul, et cette année avec Christophe Forgeot, vu l'ampleur de l'événement. Vous nous en parlez un peu ? Écoutez, les circonstances ont fait que, il y a un très bel écrin, comme vous le savez, à Solliès, le château, avec une cour intérieure, une immense pelouse et notamment 2 grandes salles pour les expositions de peinture. Et le maire m'a demandé, il y a 3 années, de bien vouloir organiser un événement autour de la poésie. Et voilà, donc cette année, en 2019, ce sera la 4e édition. Sur le thème du printemps des poètes et avec une petite connotation internationale, Poésie Monde. Bravo. Alors, parlez-nous brièvement de vos premières œuvres, La Rose circumpolaire, Jubilé de l'exil et Ce que la colombe dit à la rose. Nous aborderons les autres plus longuement. Oui, alors d'abord, je dois dire que je suis venu par accident à la poésie. C'est extrêmement récent puisque j'ai pas le temps de m'étendre, mais je suis de tradition orale et j'avais une extrême réticence à écrire. Bref, sur la recommandation de mon épouse, je me suis mis à écrire donc cette première œuvre intitulée La Rose circumpolaire, à un moment où il y avait beaucoup d'événements difficiles en Islande, l'éruption du volcan islandais, etc. Donc tous les mystères du Nord me sont survenus et j'ai trouvé qu'il s'agissait là donc d'une sorte de métaphore de la création poétique, puisque le lien entre la neige et le feu avec le volcan m'a permis d'écrire donc cette première œuvre. Et j'ai eu ensuite l'agréable surprise de voir que ce premier poème promis à publication fait l'objet d'une vidéo au milieu de grands poètes, les grands poètes que j'aime, comme Rumi, les grands mystiques, naturellement Rimbaud, dans la chaîne d'une très bonne amie à la voix d'or, Caroline Canella. Je préfère un peu citer. D'accord. Et donc voilà, j'ai... Un extrait ? Alors je vais vous lire un très court extrait de ce poème qui fait au moins 7 minutes. Donc, La Rose circumpolaire. Génie, neige ignée, neige du cœur pur sous son sceau d'éclairs, albescence rougeoyante des mystères. Ô lyre de neige et de feu, élève un chant d'amour à une terre future, songe millénaire qui ne veut pas mourir. Ô rose chue d'un ciel perdu, silence de sphinx muet en muse, des couleurs au syrinx d'oiseaux lyres. Génie, neige ignée, revenu du pays des songes, du souvenir et de l'oubli, lyre de nuit immémoriale. Une aurore boréale surgit dans sa robe nuptiale, unit son ciel de cristal à une aube d'eau lustrale. Une aurore boréale, vêtue d'orage magnétique, unit sa vision prophétique à une terre-mère ancestrale. Onciale peinte aux couleurs d'Avron monde, onde sainte, ouvrant le livre de la lumière primordiale. Merci. Alors, le livre suivant, c'est Jubilé de l'exil, juste la présentation de ce... Alors, Jubilé de l'exil, j'écris toujours en résonance avec la situation du monde ou des événements qui m'ont touché. Et là, c'est une œuvre en mémoire du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. D'où le titre un peu contradictoire, Jubilé de l'exil. Je peux vous lire le premier poème aussi, éventuellement, si ça prend pas trop de temps.
Le vaisseau de larmes avait disparu dans la mer de l'oubli. Nuit d'exil et douleur endormie élevèrent une clameur inouïe, et le fleuve immortel de la poésie retrouva le cours de son lit. Un ombre inconnu rythmait l'hymne qui berçait notre oui. Le langage dans l'enfant usé n'était pas la langue en usage. Sa voix, venue du fond des âges, emplissait le cœur de présage. Dans l'arbre du silence, le feu d'un oracle embrasa son feuillage. Le poète en sanglots perçut alors, par-delà le marbre des tombeaux, ces sons de pur cristal qui traversaient la nuit tels des flambeaux. Symphonie de divines harmonies, réverbérant de sublimes accords, vous berciez les âmes peinées des morts, reposant à l'ombre du remords. Autour de votre céleste couronne sonnait encore le clairon et le cor. Le langage dont Orphée, usé, a surgi au commencement des âges. Son primordial éther sonore était la source de ce très haut lignage. Solaire éther de la lumière qui nimbe notre visage aux paupières d'or, et paré, vêtu de ruisselantes ondées sonores en cette pourpre d'aurore, nous révéleras-tu le chiffre de ce chant qui s'élève au rivage des morts? Ce que dit la colombe à la rose, ce que la colombe dit à la rose, vous le présentez, mais nous allons continuer après sur Orphée. Donc, oui, alors aussi un événement, c'est le 13 août 2013, ma maman, qui s'appelle Rose, est décédée à l'âge de 100 ans. Et donc, c'est le jour des météores, en plus, vous le savez, les Perséides. Et donc, j'ai écrit un tombeau, mais qui n'est pas la déploration du fait d'un être cher qui est mort, mais une ouverture du voyage de l'âme dans les sphères. Oui, oui, tout à fait. Alors, nous en venons maintenant à une œuvre importante dans votre parcours, Orphée au rivage d'Evros, publié en 2017 aux éditions du Petit Véhicule et magnifiquement illustré par Jean-Claude Quillarc. Le sous-titre « Cette variation autour d'Orphée » suggère déjà la particularité de la structure de cette œuvre poétique qui s'apparente à celle du théâtre antique avec les didascalies, les dialogues des différents intervenants. Il y a Orphée, Eurydice, Europe, Didon, le poète, Aristée, mais c'est surtout l'intervention de personnages abstraits tels la poésie, l'amour et surtout celle des cœurs, celui des ombres bienheureuses et celui des ombres heureuses. Petite référence à Gluck. Ces différentes voix se font écho pour conduire une thématique essentielle que vous allez nous expliquer. Alors, je dirais que c'est un livre sur la mer, sur la Méditerranée, dont je suis issu, comme beaucoup de monde. Et naturellement, il y a une résonance à l'ambiance mythologique, aux grandes figures mythologiques qui sont convoquées dans l'œuvre. Parce que bon, comme pour René Char, pour moi, les deux rives sont, les enfants et les génies traversent aisément les deux rives. Et donc, dans cette œuvre, j'ai voulu montrer qu'il n'y avait aucune différence entre le monde sensible et le monde suprasensible. Mais que la poésie pouvait être, comme elle fut à l'origine, un pont entre ces deux. Et donc, j'ai fait dialoguer toutes ces différentes figures. Ça, c'est le premier point qui m'apparaît. Et le deuxième point, évidemment, c'est aussi l'évocation du poète-archétype, du prince de la dynastie des poètes, qui est Orphée, dont l'œuvre appelle le retour, disons, sur la scène du monde. Oui. Et je l'ai lié avec la tragédie contemporaine des migrants. Oui, c'est d'ailleurs ce que j'allais vous demander, pourquoi il y a ce lien continu dans tout le recueil entre votre vision d'Orphée et celle des migrants, justement. Parce que j'ai senti et voulu exprimer cette vérité que le poète est l'ami de la souffrance, qu'il n'est plein de compassion, qu'il n'est pas indifférent à la tragédie de l'histoire, et que la convocation de sa plus haute figure en termes de poésie et de musique et de magie, dirais-je, représentée par Orphée, était quelque chose qui semblait apparaître vraiment nécessaire aujourd'hui.
Il est important que les auditeurs puissent entendre vos poèmes où le rythme se déploie fougueux, passionné, majestueux, pour servir une pensée qui se développe en spirale et s'exprime avec une réelle amplitude du souffle. Quel extrait avez-vous choisi de nous lire ? Écoutez, je choisirai un extrait concernant la figure oubliée mise sur le boisseau d'Eurydice. Eh bien, on vous écoute alors. Et volontiers, alors écoutez, je vais vous lire ce passage. Alors, évidemment, il y a des dialogues dans l'œuvre entre les différents protagonistes, et notamment avec Eurydice. Alors, je ne lis pas un passage très long. C'est Orphée qui interroge Eurydice quant à son être au monde, et voilà un passage. Ô lumière d'or, en ce cœur euphorique, qu'il neige des roses de feu, neige galactique, qu'un ange change en hymne chromatique. Et sur la roie royale de la comète, au son genivéal, passe ce charroi poudreux d'images primordiales, tirées par les chevaux fougueux de la foudre divine. Fable maîtresse, matrice féconde, ineffable matière, je suis aussi, ô prince des nuées, ô mon Orphée, l'alma mater, la source inépuisable de ton vers. Dans la nuit du monde, je suis le fleuve du silence où coulent les flots de la parole, et l'ondée de larmes où resplendit l'arbre de l'amour fleuri d'oracles. Voilier d'augure veillé par des ailes de colombe, voilier de foudre où sur le vélin de ses voiles transit d'orage, surgit avec son peuple de présages ce pur regard du feu jailli de la profonde nuit. Je suis la beauté qui fulgure et s'évanouit à l'heure où le voilier de neige de la nuit fond l'écume de ses songes au feu du poème levé parmi les sons d'une aube inouïe. Je suis la douleur et l'espérance mêlées au cœur aimant, et j'invite à présent les meilleurs à reconnaître Orphée dans ce cortège de migrants. À mon tour, j'ai envie aussi de lire un extrait, et j'ai choisi aussi un texte où c'est Eurydice qui prend la parole. Car je ne suis plus l'amante et la muse. Je suis le visage de la vie et de la mort. Je suis la face invisible de l'amour et son mystère indicible. Je suis l'endroit et l'envers du chemin où s'épousent l'ombre et la lumière, et je deviens alors la face peinte du mystère de toutes les couleurs. Je suis la neige immaculée, où Orphée, laissant perler la sueur de son âme et la rosée de ses sanglots, perdit ma trace de mortelle muette aux pas effacés. Je suis le silence de la neige, où perlent les gouttes de son sang, les traces de son chant, qui conduit les poètes au sanctuaire du silence le plus haut. Je suis le sceau du céleste silence, où un ange compose sa divine musique, et la source nivéale qui fond au soleil du poème, et la splendeur d'un fleuve de lumière où coule à flot la parole soufflée par les songes de nuit. Je suis le silence, où repose la voix de l'âme du monde, et la musique des sphères, au tympan des cathédrales étoilées, écloses comme fleurs célestes. Je suis le temple, où s'effacent les pleurs et la douleur de l'absence, lorsque revient le printemps sur les ailes de l'éternelle renaissance de l'amour. Merci. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de la première partie de l'émission. Et dans une dizaine de minutes, nous nous retrouvons pour la seconde partie où Georges de Rivaz continuera à nous présenter son œuvre. Merci, à tout à l'heure. Le magazine.
Rebonjour, chers auditeurs. Nous revoilà dans la seconde partie de l'émission Les mots d'Azur ou la poésie en direct, émission réalisée par Magda Ediarto et animée par Magda Ediarto. Nous avons comme invité Georges de Rivas. Rebonjour. Rebonjour. Nous avons parlé du recueil Orphée au rivage d'Evros et nous allons aborder maintenant une œuvre tout à fait autre. Celle qui s'apparente à l'essai dans sa démarche, mais qui est en fait davantage un témoignage poétique, édité par l'Harmattan en 2015. Oui. Pouvez-vous nous commenter votre démarche et le choix des différents poètes qui soutiennent la thèse que défend le livre tout entier ? Oui, alors, une information, j'ai écrit ce témoignage poétique, cet essai, à la demande du directeur des éditions L'Harmattan de témoignages poétiques, Philippe Tancelin. Donc l'opportunité s'est présentée, je ne pouvais pas la manquer. Donc j'ai laissé parler mon cœur et j'ai pris la plume, non pas en tant que spécialiste, ce que d'ailleurs beaucoup de poètes reconnus comme Tahar Bekri, Salas Tétier ont bien aimé, c'est que j'ai écrit en tant que poète, paraît-il, ce qui me tenait vraiment à l'âme, dirais-je. Donc, j'ai choisi 9 poètes en l'espace de 218 ans, pour être précis, vous voyez, avec la naissance de Hölderlin en 1770. Tout de suite après, il y a Novalis, un de mes poètes préférés. Et ça va jusqu'à Saint-Jean-de-Perse et René Char. Voilà, en 1988, René Char décède. Alors, je crois que j'ai compris après coup, j'ai voulu aussi montrer l'évolution des écritures poétiques et aussi l'évolution du regard sur le monde. Parce qu'avec les 2 poètes de langue germanique, Hölderlin et Novalis, nous sommes vraiment dans la dimension mystique. Quand Novalis dit la seule chose concrète, c'est l'idéalisme, voilà, nous sommes d'emblée, puis que chacun sait que Hölderlin voulait converser avec les dieux, déplorer leur absence, les célestes comme il les appelait, et que ça a finalement mal fini pour lui, puisqu'il est resté pendant 40 ans, certes vivant, mais dans un état un petit peu... un peu difficile. C'est la folie. Il ne pouvait plus écrire, disons. Mmh. Donc, ensuite, j'ai abordé Victor Hugo, qui lui c'est la figure centrale en réalité, parce que il est dans le siècle du matérialisme au bon sens du terme, le 19e siècle, avec l'évolution de la science, des techniques, mais il ne renie jamais le divin. Et il affirme en toute simplicité, le poète est l'héritier, le messager de Dieu. C'est clairement explicité. Et en même temps, il aura traversé le siècle avec la gloire qu'on lui connaît en tant que poète romantique, passablement rebelle, novateur, comme vous le savez. D'ailleurs, je partage aussi avec lui ce qu'il fut appelé la religion astronomique des étoiles. C'est-à-dire, pour Victor Hugo, il y a la certitude que l'âme, d'abord, est préexistante à l'incarnation, et qu'elle voyage, elle est supposée voyager dans les sphères après la mort, ce que j'ai essayé de faire à travers mon œuvre, ce que la colombe dit à la rose. Voilà. Donc ensuite il y a Baudelaire, le grand Baudelaire avec sa dimension extrêmement chrétienne et déchirée, les 2 postulations de l'âme dont il parle, et aussi ce fameux poème dont on le sait comment il faut le prendre, qui s'appelle La vie antérieure, que je connais d'ailleurs par cœur. Hein. Et donc, voilà, ces poètes m'ont plu. Ensuite, il y a le génie des illuminations, de la descente en enfer, qui est Rimbaud, et est suivi par Mallarmé. Et là, j'ai saisi toute la tragédie de l'oppression sociale, culturelle, voire scientiste du 19e siècle sur ces âmes-là. Car Rimbaud est véritablement illuminé. C'est un poète plutôt qui ressortit à la tradition des anciens dont parle Virgile. C'est plutôt la vox ferrea, c'est la voix des prophètes. Il est pris par quelque chose et il écrit dans le poème Génie, il semble avoir
fait le sacrifice au nom de tous. Voilà. Et il dit la science, etc. Il faut tenir le pas gagné. Dieu est bon. Il y a toute cette dimension qu'on n'a pas voulu faire ressortir de rédemption de chrétienne, in fine, d'Arthur Rimbaud. Et ensuite, il est tellement désespéré, il est pris par des forces contraires, et il s'en va vers l'obscure Abyssinie, en ses abysses encore vertes, et bien terminer ses jours, on sait dans quel état, puisqu'il revient au port de Marseille. Peut-être que la bonne mère le regardait d'en haut, mais il vient avec victime dans sa ceinture d'or sur les membres, donc vous connaissez sa tragédie, et on va l'amputer, et surtout avec ce poème merveilleux, parce qu'il lisait beaucoup de livres d'alchimie, pour dire que les poètes aussi sont nourris. Et donc, il donne les voyelles. Voilà. Mais je vais peut-être trop parler, c'est un vaste embrassement. Et René Char? Alors, René Char, c'est le poète qui a lu beaucoup Hölderlin. Il dit, il faut qu'on ne voit pas la main du défunt. Parce que quand on lit la poésie, on a une perception de l'arrière-plan, voire même de ce dont quoi le poète s'est nourri. Mais c'est le poète qui est descendu, dit-il, dans le néant du Père, avec le XXe siècle et avec l'avènement, l'horreur du nazisme. Eh bien, il y a un poète qui s'est levé et qui est devenu le chef de la résistance, le capitaine Alexandre, et qui n'a pas écrit pendant ces années, ni songé, le moins du monde, à publier. Donc, il s'est haussé au niveau éthique qui devrait être toujours celui du poète engagé, et cela lui fut également reproché. Au-delà du génie, de l'aphorisme qui le porte, et qui dit en peu de mots, voilà, les choses essentielles. Par exemple, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Et en même temps, il est aussi dans la problématique des dieux. Et il l'exprime, mais en tant que poète moderne. Il déplore l'absence des dieux, mais en même temps, il sait qu'ils ne sont pas très loin. Et il y a ce fameux passage d'aphorisme, « Nous ne jalousons pas les dieux, ne les craignons pas, mais au péril de notre vie, nous attestons leur existence multiple et nous nous émouvons d'être de leur élevage aventureux lorsque cesse leur souvenir. » C'est dire que l'arrière-plan, c'est la divinisation de l'homme qui va plus loin que les dieux. Mais ça, c'est une autre dimension. Voilà à quoi je m'intéresse. D'accord. Est-ce que vous nous lisez un extrait ? Un extrait des poètes cités. Oui, des poètes cités. Je vous lirai un passage dont j'ai parlé beaucoup de Novalis. Donc le titre, c'est La poésie au péril de l'oubli. Hein ? Oui, alors le péril de l'oubli, c'est précisément la question de la réminiscence. Et c'est pour ça que dans mon œuvre, il y a beaucoup d'appels aussi à la mythologie, dans la mesure où le poème lui-même est un mythe. Mais j'aurai le temps une autre occasion d'expliciter cela. Donc, c'est la traversée dans le mythe du Léthé, le fleuve de l'oubli. Quand nous croyons à la préexistence de l'âme, ou que nous l'avons éprouvé par des événements synchroniques, car c'est d'expérience que le poète parle. Le poète est édifié par son propre poème à tous les sens du mot. Et c'est une expérience importante. C'est pour ça que Rilke dit, faut avoir vu beaucoup de villes, etc. C'est pas quelque chose qui vient du hasard, disons quand même. Donc, où en étais-je ? Oui, si vous nous lisiez un extrait. Je vous ai donc la poésie de Novalis, qui est mort à 29 ans, un an avant la naissance de Victor Hugo, parce que tout ça se succède. Mais je pense que ce serait intéressant de revenir Novalis, voilà. Je vous lis un passage. Voilà. Sur le cœur, dans les fragments. Le cœur est la clé du monde et de la vie. C'est pour nous livrer à l'amour et à autrui que la vie nous plonge dans l'abandon. Notre imperfection nous rend sensibles à l'influence des autres. Et cette action sur nous d'un être étranger est une fin. C'est ainsi que dans la maladie, les autres seuls peuvent et doivent nous venir en aide. Vu ce jour, le Christ est assurément la clé du monde. Vous voyez, on y va directement. Et je vais aller aussi à un poète qui lui est proche, qui est Victor Hugo. Alors,
Victor Hugo, dans son œuvre Les voix intérieures, il a un héros, dit-il maintenant, quand le poète est trop avancé, il faut qu'il se trouve un symbole, il l'appelle Olympio. Et donc, Victor Hugo s'adresse à son héros Olympio en lui disant ceci. « Console-toi, poète. Un jour, bientôt peut-être, les cœurs te reviendront. Et pour tous les regards, on verra reparaître les flammes de ton front. » À ces paroles, Olympio, son héros, répond « Ne me console point et ne t'afflige pas. Je suis calme et paisible. Je ne regarde point le monde d'ici-bas, mais le monde invisible. » Merci. Alors j'ai envie aussi de lire un extrait qui m'a interpellée. Que serait une poésie abandonnée par le souffle du grand large, qui reposerait comme un vaisseau enlisé dans les sables de la mer devenue désert, une poésie recluse dans des chambres sans écho et vécue aux marges de la cité, dans l'intimité des murs, des salons élitaires ou à l'ombre feutrée de quelques chapelles sectaires. Et que deviendrait la poésie aux yeux du futur qui l'appelle, si elle venait à perdre sa charge de foudre rebelle et sa vocation d'altière et dissidente beauté? À ce monde perclus d'égoïsme, glacé, repu et polissé, où l'imagination est paralysée par le consumérisme d'images qui ne sont que l'envers publicitaire, velléitaire et stérile de la nuit lumineuse d'où jaillit la vision poétique, à ce monde-là, qui voudrait assigner à résidence l'éclair et placer sous le boisseau de sa seule obsession marchande son immarcessible floraison d'images, faut-il abandonner le sort de la poésie et la voir passer de l'état de réclusion intimiste à celui de sa disparition? En fait, pour moi, c'est une des questions centrales qui parcourt ce témoignage poétique. Et là aussi, il faut souligner que on retrouve le lyrisme fougueux, c'est une marque, je crois, de fabrique, comme on pourrait dire. Vous voyagez dans le temps, dans l'espace, une image en amène une autre, en vagues successives, dérivant de digression en digression. Enthousiaste, passionné, la parole vole, s'envole en flot tumultueux pour interroger la poésie, fouiller ses origines, sa pérennité, sa quintessence. Et dès lors, pour vous, Georges de Rivas, quel est le rôle du poète? Je reprends différents termes que j'ai retrouvés tout au long de cet essai, des termes qui le qualifient, et je vous demande de les commenter. Voilà. Alors, je dirais d'emblée que pour moi, la poésie est l'expression de l'espérance. C'est pour ça que je suis très proche de René Char, notamment quand il a écrit au cœur de la résistance. Cette expérience de l'homme acharné à tromper son malheur avec l'espérance, son contraire invincible. Et il dit encore, la poésie, c'est la poésie future, c'est l'homme requalifié. Il y a une dimension morale très importante qu'on n'a pas souvent perçue chez René Char, et très stricte également. Donc, si je reprenais aussi un poète comme Bachot, l'aventure de l'homme est d'être entièrement tissé, réverbéré de poésie. Si je dis Saint John Perse, au discours du prix Nobel, c'est pareil. La poésie existait dans l'homme des cavernes, elle existera dans l'âge atomique, elle a précédé les religions. Donc c'est là que je fais retour à la voix archétype d'Orphée. Oui. C'est le commencement. Comme dit Novalis dit que l'amour est le commencement et la fin de l'histoire du monde. Il résume la chose. La vocation de la terre, c'est d'être une vocation à l'amour. Voilà. Alors, du poète, vous dites, le poète est un messager des dieux, un novateur, un artisan, un artiste, un musicien. C'est souvent un incompris, un marginal, un révolté, un insurgé. C'est le messager de la solidarité, de l'altérité et de l'universalité. Ce sont des termes que j'ai repris, mais c'est intéressant que vous les commentiez. D'abord, messager des dieux, on l'a bien compris, pour lui, c'est l'intermédiaire entre le visible et l'invisible. Le novateur, c'est au niveau de l'écriture ? Oui, parce que, bon, j'aime pas le jargon
un peu ampoulé, universitaire, etc., on dit que les poètes sont autotéliques, en voulant simplement dire que le poète construit d'abord, il a un univers, et qu'il a son propre langage et sa propre forme d'expression. Le format même de son livre, dirais-je, dépend du souffle qui l'anime. Parce que, voilà, si je reviens à la figure d'Orphée, c'est ce souffle originel qui fait vibrer les cordes de la lyre qui sont le corps humain. Donc, il y a une dimension éminemment spirituelle, au-delà de toutes les religions, et en même temps, qui donne une responsabilité au poète de l'incarner modestement, certes. Je trouve intéressant quand vous dites le poète est un artiste, celui qui jongle avec les mots, naturellement, pour exprimer des idées dans des images qui sont inattendues. Mais un musicien, c'est parce que vous avez beaucoup parlé d'euphonie. Et alors, pour vous, le rythme est beaucoup plus important que la versification, par exemple. Oui, j'ai retrouvé dans les textes des Védas la définition, entre guillemets, de ce qu'est la poésie, mais comme elle est pour Ibn Arabi, pour Rumi. Il y a une dimension, il y a un lien total entre le son et l'image, et entre la poésie donc et la musique. C'est ce que dit Borges d'ailleurs. Nous avons déjà dit que la poésie était quelque chose dont on peut difficilement saisir le forme et la fond. Et la poésie que je porte en moi, c'est cette dimension védique où, par l'écoute intérieure, l'oreille du cœur, nous percevons d'abord des sonorités. Merci Georges de Rivas. Nous arrivons déjà à la fin de la seconde partie. Nous terminons par une musique que vous avez choisie, à savoir Paco Ibáñez, qui met en musique le poème de Gabriel Ceada, La poésie est une âme chargée du futur. Nous avions préparé plein d'autres. On est un peu frustrés de ne pas pouvoir continuer. Mais j'ai des remerciements à faire parce que c'est très important. Donc, commencez à me passer la musique pendant que je remercie. Je remercie d'abord Georges de Rivas d'avoir participé à cette émission. Je remercie tout particulièrement Vicky Berardi d'Agora Côte d'Azur de nous accueillir et Johan pour son efficacité, le technicien. Je vous remercie, chers auditeurs et auditrices qui nous êtes fidèles. Je vous quitte et je suis heureuse d'avoir partagé avec vous pendant ces 4 années mon amour de la poésie. Ma succession est assurée, comme vous le savez déjà, par Béatrice Machet, tout aussi amoureuse de poésie puisqu'elle est elle-même poète. N'oubliez pas les fêtes organisées au château de Montsartou par l'association Les Mots d'Azur, où la poésie est toujours à la fête également, en même temps que la convivialité et l'amitié. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, quels que soient les événements extérieurs. Gardez le soleil de l'amour et de l'amitié dans le cœur et partagez-le sans compter et sans réserve. Au revoir, mes chers amis que je ne connais pas, mais qui partageront tellement de, disons, peut-être de souhaits et une complicité en poésie. Et mes meilleurs souhaits pour 2019. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden